La France avec une première journée de grève massive contre la réforme des retraites. Pourquoi ils votent pas? Des centaines de tracteurs bloquent les grands axes routiers de la Pourquoi ils capitale votent pas? française. Les syndicats étaient dans la rue. Aujourd'hui, Emmanuel Macron cherche Pourquoi ils votent pas? la meilleure façon de faire passer C'est des lunettes 3D ça? Alexandre Abbé, vous étiez... La France connaît une crise démocratique majeure. Gilets jaunes, loi travail, réforme des retraites. Le peuple est dans la rue, n'a plus confiance en bon nombre de ses représentants et les institutions de la 5ème République semblent à bout de souffle. Et nous, sur nos écrans en Suisse, nous regardons cela en faisant toujours la même réflexion. Ils n'ont qu'à voter. Et oui, et si elle était là, la solution, la démocratie directe suisse? J'ai lu que les Suisses ont été appelés aux urnes 322 fois pour voter. Et la prochaine votation, je vous jure que c'est vrai, c'est le 3 mars 2024. Vous savez quel est le sujet? L'âge du départ à la retraite. C'est une votation. Voilà un beau modèle de démocratie participative derrière lequel nous courons en France. La Suisse a frôlé au moins 2 fois la guerre civile, au XVIe siècle et au milieu du XIXe siècle, et ça s'est résolu par coalition, négociation, etc. Regardons la poutre que nous avons dans les yeux. Ça fait 1 siècle et demi qu'on l'a et ça fonctionne plutôt très bien, voire même de mieux en mieux. Alors il y aura 2 parties dans cette vidéo. D'abord on fera un petit résumé historique de la naissance de notre système démocratique avec cette fameuse guerre civile dont parle l'historien français Pascal Horry. Ensuite on fera une comparaison avec le modèle français. Et si Emmanuel Macron tombe dessus, pour les conseils, coûte moins cher que McKinsey. Alors c'est quoi cette fameuse guerre civile? C'est la guerre du Sonderbund qui va déboucher sur la création de la Suisse moderne, de l'État fédéral avec la constitution de 1848 qui va nous donner notre fameux modèle démocratique. Alors pourquoi ça se tape? La Suisse avant le Sonderbund c'est quoi? C'est le boxon. C'est une alliance de cantons. Chaque canton est un État souverain, sans autorité supérieure. Et donc chacun fait comme il veut, chacun a sa propre monnaie, ses propres lois, ses propres taxes douanières aussi, ses unités de mesure, on calcule pas la même chose d'un canton à l'autre, et puis son propre système démocratique aussi. Il y a de la démocratie directe avec la Landsgemeinde, ce système où tout le monde vote à main levée sur la place publique, et puis du coup c'est pas super pratique parce qu'on peut voir ce que les autres votent et aller leur casser les genoux plus tard ou alors leur glisser un petit billet pour les corrompre. Il y a aussi des républiques aristocratiques, donc ce sont les plus aisés qui décident. Il y a aussi des démocraties censitaires où seuls ceux qui dépassent un certain niveau d'impôt peuvent voter, et même une monarchie dans le canton de Neuchâtel, principauté du roi de Prusse. Tous ces systèmes-là, ils sont déroulés à des époques très différentes, dans des lieux très différents, donc on peut pas les mettre sur pied d'égalité, mais tout ça pour dire que tous ces cantons, toutes ces différences, ce sont de très bons laboratoires pour tester des choses, des systèmes et des façons de faire au sein de cette confédération. Et c'est seulement après la Révolution française que va naître un sentiment national. À qui est ce pays? À cette époque, personne ne se sent vraiment suisse, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça, on se sent plutôt valaisan, fribourgeois ou glaronnais. Moi je me sens encore très bullois. Moi je me sens citoyen du monde. On va s'acheter un van et on va vivre de la générosité des gens. Ces micro-États se serrent les coudes pour ne pas être désintégrés par les puissances voisines comme la France de Napoléon ou la Prusse. Et ces cantons, pour se mettre d'accord, se réunissent lors de la diète. Alors la diète, c'est pas ce que vous conseille Natacha, votre prof de yoga préféré, après les fêtes. Non, la diète, c'est une assemblée des ambassadeurs des différents cantons pour traiter de certaines affaires communes comme le service mercenaire, les liens économiques ou les épidémies. Mais au cours du 19e siècle, ça va se tendre. Pour faire simple, 2 camps vont s'affronter. Il y a d'un côté les progressistes, ce sont souvent des cantons protestants, les libéraux, les radicaux. Ce sont ceux qui, suite à la Révolution française et américaine, veulent radicalement changer la Suisse. Ils veulent que l'individu aussi puisse s'exprimer et décider. Ils rêvent d'une Suisse moderne, centralisée, donc une vraie nation avec un gouvernement et un parlement commun. Une nation portée sur l'industrialisation qui ferait tomber les douanes et autres trucs qui freinent l'industrie et le marché commun. En face, on a les conservateurs, les catholiques qui viennent des territoires agricoles. Ils sont pour la tradition et l'ancien régime, ça leur va bien. Ces tensions vont déboucher sur la dernière guerre civile que connaîtra la Suisse, la guerre du Sonderbund. C'est une guerre à la Suisse, les conflits vont durer à peu près 3 semaines, ça va faire moins de 150 morts et ça va être réglé par le général Dufour qui va devenir un héros national. Ce sont les progressistes qui l'emportent et donc la Suisse va pouvoir opérer sa grande transformation tout en laissant de la souveraineté au canton pour apaiser les tensions. Et c'est ça le compromis suisse.
La Suisse se dote donc d'un gouvernement avec 7 ministres venus d'un peu partout. Bon, ils sont tous radicaux à l'époque, parce que les radicaux, ce sont les vainqueurs. Elle se dote aussi également de 2 chambres législatives qui vont faire les lois. On copie le modèle américain, il y aura donc le Conseil national, la chambre du peuple, avec des députés élus par le peuple, et le Conseil des États, donc la chambre des cantons. On a là du coup la Suisse moderne, on entre dans une démocratie représentative, donc le peuple vote pour ses représentants au niveau fédéral, et ça c'est nouveau. Mais cette démocratie représentative, elle n'est pas suffisante, et ça va vite créer des tensions. Je vous explique pourquoi. La Suisse connaît un élan industriel fou, comme les barrières entre les petits états tombent, on peut désormais faire une poste fédérale, on construit un réseau télégraphique qui devient l'un des meilleurs d'Europe, et la monnaie est unifiée, ce sera le franc. Les usines fleurissent, on fonde une école polytechnique fédérale à Zurich. Par contre, face à la colère des conservateurs fédéralistes, on ne centralise pas l'école qui restera toujours la responsabilité des cantons. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et surtout, c'est le boom d'un secteur qui fait encore et toujours la fierté des Suisses. Le tennis. Je sais que t'aimes bien Roger Federer qui a unifié la Suisse. Mais non, c'est le ferroviaire. Les riches industriels connectent la Suisse et amassent des fortunes. Le problème, c'est qu'ils sont aussi au pouvoir. Et oui, ce sont ces mêmes radicaux qui dirigent les instances politiques, comme à l'image du baron du rail. Ah ouais, le baron du rail, c'est Cheb Khaled, non? À l'image des barons du rail, Alfred Escher qui fonda le Crédit Suisse pour financer le rail. C'est le début des grandes banques aussi, des grandes assurances. Escher est aussi conseiller national. Et les conseillers fédéraux, même les plus à gauche, terminent bien souvent dans les conseils d'administration des banques. Faut dire qu'à l'époque, ça paye pas vraiment d'être conseiller fédéral. Maintenant, les conseillers fédéraux gagnent 450 000 francs par année, un abonnement général et un abonnement de ski. 4000 balles la de ski. Le Parlement à l'époque est composé en grande majorité d'indépendants, d'avocats, de patrons d'entreprises, de négociants, de banquiers, avec comme mentalité « si c'est bon pour nos affaires, c'est bon pour le pays ». Les salariés, eux, ne sont presque pas représentés. Bon, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Cette mainmise des milieux radicaux, patronaux et industriels sur les institutions fédérales va de plus en plus susciter la colère chez une partie de la population. Et c'est sur ce terreau que vont apparaître les démocrates, nés de l'aile gauche des radicaux. Oui, c'est un peu compliqué les radicaux, on va pas s'étendre là-dessus. Les démocrates, eux, veulent plus de pouvoir au peuple, des réformes économiques et plus d'avancées sociales. Conservateurs, démocrates, l'opposition est diverse et variée et assez intense. Grâce à cela et pour contrer la mainmise sur le gouvernement et le parlement, la Suisse va se doter du référendum facultatif et de l'initiative populaire. Et là, on a une démocratie directe ou semi-directe. Mais dans cet épisode, je vais dire direct. Wow, je crois qu'il faut que t'expliques aux Français ce que c'est l'initiative, le référendum. J'avoue que même moi, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est la jeunesse. 2024, ça vote même plus. Pour faire simple, le référendum facultatif permet au peuple de recueillir des signatures pour contester une loi votée par le Parlement. Ce sont les citoyens qui tranchent dans les urnes. Pour l'initiative populaire, vous récoltez également des signatures et vous pouvez proposer une modification de la Constitution sur laquelle le peuple va voter. La première initiative populaire en Suisse portera sur l'étourdissement des animaux avant l'abattage rituel. Derrière cet appel à se soucier du bien-être animal se cachait toutefois une pointe d'antisémitisme. L'initiative sera acceptée. Avec ces deux outils démocratiques, toute décision du Parlement peut être annulée par la décision du peuple. Le peuple est souverain et a toujours le dernier mot. On rejoint nettement plus la définition qu'avait faite Abraham Lincoln de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple, enfin les hommes, faudra encore attendre un siècle pour que les femmes puissent voter. Ah ouais, donc c'était plus urgent de faire une initiative sur l'étourdissement des vaches que sur le droit de vote des femmes. Je vais casser cette porcelaine. Pour résumer, je citerai l'économiste, essayiste et professeur honoraire d'économie à l'université de Lausanne, Jean-Christian Lamblay. L'histoire de la démocratie directe en Suisse depuis 1848 a été en bonne partie une longue et âpre bataille entre d'une part les autorités, certes élues, mais souvent jalouses de leurs prérogatives, et d'autre part un peuple qui entend que ses volontés puissent s'exprimer librement et régulièrement sur toute question importante. Un peuple qui veut aussi que ses décisions soient dûment prises en compte. Et on retient donc les trois notions clés: démocratie directe, décentralisation et fédéralisme.
Depuis sa création, cette démocratie directe, elle va pas cesser de croître, d'évoluer, de se muscler. Le nombre de votations a drastiquement augmenté, au point où on est même devenu les champions du monde des votations et de très loin. Ce n'est pas une légende, on vote pour tout et tout le temps en Suisse. Ça va de l'interdiction de l'absinthe et des maisons de jeu au début du XXe siècle à plus récemment l'achat d'avions de combat, l'interdiction de la burqa dans les lieux publics, la légalisation du cannabis, la publicité sur le tabac, l'immigration de masse, l'initiative pour subventionner les vaches à cornes. Oui, ça on s'est bien moqué de nous, mais c'est un sujet comme un autre, les vaches à cornes. Ou tout bientôt, le fait de relever l'âge du départ à la retraite à 66 ans. Et il y a peu de chances que ça dérape comme en France. Justement, on va parler de la France, parce que je me doute bien que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour en apprendre plus sur le Sonderbund. De plus en plus, nos voisins se demandent s'il ne serait pas temps de s'y mettre à cette démocratie directe. L'historien franco-suisse François Garçon, par exemple, a publié un ouvrage intitulé « France, démocratie défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse ». Regardez comme c'est gros. Et il n'y va pas avec le dos de la main morte. Le constat est clair. Les Français n'ont plus confiance en leurs institutions. Ils sont désabusés. Ils ne croient plus en leurs politiciens. Les causes et les effets sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici, mais on peut citer notamment la concentration du pouvoir à Paris ou la formation d'une élite népotique par les grandes écoles. À ce sujet, je vous recommande le très bon reportage de Public Sénat. Et bien sûr, on a entendu parler beaucoup ces derniers temps, l'usage du 49.3. On y reviendra. Et dernièrement, la réforme des retraites qui a été le climax de cette crise démocratique. Pour la réforme des retraites, faisons le compte. 2/3 des Français sont contre ce texte, chiffre stable sur la longue période dans tous les sondages. La contestation de la rue est massive. Même le consentement des parlementaires n'a jamais été acquis puisque l'Assemblée nationale n'a pas pu voter sur le texte. Ce qui se joue en ce moment, ça n'est pas du tout la foule qui tente de s'imposer au peuple, c'est davantage le prince qui se croit plus sage et mieux éclairé que la multitude. En fait, ce qu'a montré cette crise de manière encore plus probante, c'est que le président pouvait passer en force, tendre le bras du Parlement, donc des représentants du peuple, et ce avec de nombreux outils, et le plus célèbre d'entre eux, le fameux 49.3 qui fait passer le texte sans vote. Ces outils ont été précisément mis en place par le général de Gaulle avec la 5e République pour museler le Parlement au cas où ce dernier prendrait trop de place. La question est dès lors, est-ce que la France n'est pas une monarchie républicaine ? C'est fini la monarchie, putain. Réveillez-vous la France. Vous voulez pas voir le bordel, mais c'est fini. Votre ex ne reviendra pas. Personne choisi par Dieu ne va venir vous sauver. C'est quand même fou pour des gens qui se targuent d'avoir buté leur roi, d'avoir de votre propre chef réinstauré des règles où tout le monde participe à reproduire le modèle monarchique. Et il vit où le chef des fonctions régaliennes ? Au palais de l'Élysée. Non mais vous entendez parler ou quoi ? C'est lapsus sur lapsus sur lapsus. En fait, c'est votre kink, la monarchie. Je suis sûre, dans l'isoloir, il y a des gens, ils font des petits bisous à leur bulletin et murmurent « Pour vous, mon roi », en le glissant dans l'urne. Billet d'humour grinçant de l'humoriste suisse Marina Rollman, mais c'est vrai que tout cela, vu par une Helvète, cette façon solitaire de gouverner interpelle. Dans l'extrait qu'on va entendre, c'est une élue macroniste qui parle. Mais moi, j'attends pas à ce que le président de la République réunisse l'ensemble des parlementaires et des ministres et qu'on construise un programme. Le chef de l'État est chef et moi, j'attends ce qu'il soit capable, lui, de poser sa vision et sa direction. Cela semble fou. C'est un homme seul qui prend les grands caps de la nation. Il ne consulte ni son parti, ni ses ministres. Bon, la réalité doit être un peu plus nuancée que cela, mais tout de même. Qui peut représenter à lui seul les aspirations de 68 millions de personnes ? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a eu vote. Oui, certes, mais les électeurs étaient 28% à avoir voté pour lui au premier tour. Peut-être pour une partie seulement de son programme. Et au deuxième tour, nombreux sont ceux qui ont voté pour lui, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc, ce n'est de loin pas le choix de l'ensemble du peuple, de l'ensemble des Français. Enfin, voter pour un individu à un instant T ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'ensemble de ses décisions les 5 années qui suivent. Ouais, moi aussi j'étais d'accord avec toi sur le premier épisode, mais j'ai pas eu le choix sur les 5 autres. Fais une révolution. Je t'attends, Julien, tchac, poterie. En fait, c'est pour cela que la démocratie représentative est une fiction. Et c'est pour ça également que le représentant du peuple, pour gouverner, doit écouter le Parlement, les corps intermédiaires, donc les syndicats, associations patronales, sociétés civiles, les sondages et aussi la rue. La rue conseille, la juge te console souvent. La rue t'élève et te tue. Et ça, la démocratie directe suisse vous y oblige, sinon vous êtes vite rappelé à l'ordre avec un bon vieux référendum. Et pas un référendum à la française, qui est lancé par le gouvernement, non, un référendum lancé par le peuple. Le référendum, selon la manière dont il est fait, n'est pas forcément un outil démocratique. Selon les recherches de Robin Good, un politologue à l'université de Zurich, il y a même plus d'autocraties qui organisent des référendums que d'États démocratiques. Bon, mais regardons du côté suisse.
Ou de par son histoire, on l'a vu, et son fédéralisme, cette concentration du pouvoir est impossible. Première différence, chez nous, nous n'avons pas un président, mais 7 chefs de département. Deuxième différence, ils sont élus par le Parlement et donc viennent normalement des principaux partis. C'est comme si vous aviez Le Pen, Mélenchon, Macron, Ciotti, Tondelier, Faure et Zemmour dans le gouvernement et ils doivent se mettre d'accord, trouver un consensus. Bon là je pense qu'ils s'entretueraient si on les enferme dans une pièce pour prendre une décision. Ils devraient faire des compromis et des compromis parfois contre leur parti puisqu'ils doivent se mettre d'accord. L'astuce c'est que du coup, vous ne prenez pas les gens les plus clivants, les fortes têtes, non. Si vous êtes trop virulent, vous risquez de vous faire sortir du rang. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'ex-bouillonnant chef de l'UDC, Christophe Blocher, non réélu en 2007. Donc, nos conseillers fédéraux ne sont pas les plus shiny. Rire, c'est bon pour la santé. Cette collégialité, elle est héritée, on l'a vu, de 1848. Elle doit représenter un maximum de cantons, de langue et de sensibilité, et de genre aussi, parce que oui, on a des femmes à la fonction suprême. Le gouvernement doit être le plus représentatif possible du peuple. Démocratie représentative, c'est dans le nom. Ce système empêche d'avoir des guerres de tranchées entre gouvernement et opposition avec des débats houleux à longueur de journée. Une opposition qui promet de tout casser une fois arrivé au pouvoir. Alors du coup, la politique suisse, c'est lent, c'est pas sexy, mais c'est stable et plutôt calme. Alors que moi, c'est tout le contraire. Rapide, sexy, mais instable. Aidez-moi quelqu'un, aidez-moi! Puis il y a la symbolique aussi. Bah oui, ça compte. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Cette crise de représentativité, le président français l'a tout de même intégrée. Il tente de mettre en place des choses pour maintenir une acceptation populaire. C'est ainsi qu'il y a eu par exemple la Convention citoyenne pour le climat, une initiative démocratique intéressante, 150 citoyens tirés au sort, formés sur le sujet de la crise environnementale et qui ont au final émis des recommandations qui n'ont, pour les plus importantes, pas été retenues par le gouvernement. On est bien loin du référendum d'initiative citoyenne, ce réel outil de démocratie directe réclamé sur les ronds-points par les gilets jaunes et une partie de l'opposition. Emmanuel Macron était en Suisse il y a très peu de temps. Naïvement, je pensais qu'il parlerait aux Suisses de référendum et qu'il poserait par exemple la question au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement suisse, comment ça marche ? Comment vous faites ? Peut-être même qu'il poserait la question à des Suisses. Il était allé à l'université de Lausanne. On aurait pu imaginer qu'il s'empare de ce sujet dans un pays qui a une certaine culture. Pas un mot. Il n'a pas dit un mot du référendum et de la démocratie directe dans le pays qui, quand même, pratique cela. Pour moi, ça veut quand même dire qu'il ne doit pas être très sincère quand il pense au référendum. Celui qu'Emmanuel Macron aurait pu rencontrer, c'est un peu le rêve des Gilets jaunes. Il s'appelle Jean Bart. Jean Bart, c'est un Genevois qui se lève régulièrement le matin avec une indignation et décide de lancer une initiative ou un référendum. Il boit son petit café, comme ça, peinard, et poste une annonce dans le journal local pour trouver des gens pour l'aider à récolter des signatures. En 1966, il parvient à faire interdire la chasse dans le canton de Genève. Autre fait d'armes, en 2008, il lance une initiative contre la fumée dans les lieux publics, et ce face au puissant lobby des cafetiers-restaurateurs. Il sera même comparé aux nazis. Ouh, c'est un bingo! Mais si les partis sont frileux, le peuple lui donne une nouvelle fois raison avec 80% des suffrages. Il fera interdire également les chiens dangereux. C'est les chiens dangereux qu'il faut effectivement frapper de manière très sévère. Comment cette réflexion ne va pas plus loin chez les politiques aujourd'hui ? Mais je crois tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, justement pour ne pas déplaire un électorat potentiel. Mais il ne va pas gagner tous ses combats, notamment le dernier en date visant à plafonner la population du canton de Genève à 500 000 habitants. Ça n'ira pas en votation, on voit bien les limites de la chose. Jean Bart, en fait, c'est l'esprit de 1874-1891, donner réellement du pouvoir aux citoyens, de changer la constitution, de créer du débat, de surpasser les blocages politiciens et de mettre le citoyen au cœur du système démocratique. Jean Bart, il s'est jamais présenté à une élection pour être élu. J'ai rencontré, donc il me l'avait dit, il a jamais eu de téléphone portable. Et il avait juste un stylo, du papier, un téléphone fixe, et vous pouvez changer les lois. Bon, faut respecter la Cour européenne des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas, par exemple, décider de voter pour tuer tous les unijambistes ou déclarer la guerre au Wakanda. Déjà parce que le Wakanda, ça n'existe pas. Et puis ensuite parce qu'on n'a pas le droit de voter pour déclencher une guerre.
Bah pourquoi la France elle adopterait pas ce modèle si en Suisse ça fonctionne si bien? C'est une bonne question, c'est aussi un vaste sujet. Il y a d'abord l'aspect politico-juridique, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très compliqué de changer la constitution, on ne peut pas totalement jeter la pierre au président de ce côté-là. Et j'en ai épluché des ouvrages et visionné des émissions pour préparer cette vidéo, et voici l'argument qui revient souvent. Je crois que la réponse est dans ce qu'a dit Alain Duhamel, c'est parce qu'on a peur des divisions et des fractures que ça susciterait. Et puis qu'il y a quand même une différence entre les Suisses et les Français au bénéfice des Suisses, qui est qu'il arrive que sur des votations venant du peuple, la décision qui est prise soit une décision, je ne dirais pas d'austérité, mais d'effort. Je trouve ça même admirable. Le peuple français ne serait pas capable de prendre les bonnes décisions. Ça revient souvent. On peut interpréter la séquence de deux manières. Alain Duhamel est un journaliste et éditorialiste parisien de la vieille école, il fait partie du système et a du mal à changer son logiciel. Ce discours, c'est du pain béni pour l'opposition. Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple. La Suisse a calmé l'opposition au 19e siècle en créant justement ces outils. Parce que s'il est privé de son pouvoir, le peuple opte pour des solutions à l'autre bout de l'échiquier ou en battant le pavé. Seconde lecture, Alain Duhamel est un journaliste expérimenté qui connaît bien la vie et les mœurs de son pays. Et il croit savoir que la démocratie directe, sous cette forme, ne conviendrait pas aux Français. Et c'est un argument entendable. Cela fait 176 ans que les Suisses s'entraînent à la démocratie directe. 176 ans d'affrontements, de construction, d'essais-erreurs. Peut-on espérer que cela fonctionne du jour au lendemain, du premier coup, comme ça? Est-ce que la France aurait plongé dans le chaos si la loi travail, la taxe sur le carburant ou la réforme des retraites avaient été soumises au peuple? À vrai dire, on n'en sait rien. Mais pourquoi le peuple suisse serait plus responsable que le peuple français, plus sage? Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse. En admettant que ce postulat soit vrai, c'est pas prouvé, ce serait peut-être justement grâce à la pratique de la démocratie directe, au débat de société que suscitent les votations, à la responsabilité citoyenne qu'implique ce système. Et c'est ce que dit en substance dans son ouvrage François Garçon. Un autre argument avancé pour expliquer le refus du système suisse serait la notion culturelle. Il faudrait un leader, un homme fort, un monarque pour mener la patrie. François Ier, Napoléon, De Gaulle, Macron, souvent peint en président jupitérien, des leaders que les Français adulent puis font tomber. Des leaders et une élite qui ont encore le traumatisme de la Révolution française et qui craignent donc de laisser le pouvoir au peuple, pour citer Lamblay. C'est aussi la théorie de la réaction thermidorienne qui aurait fait de la Révolution française une révolution bourgeoise et non prolétaire. Ah, poli, vraiment les bourgeois à table et clodo par terre, merci à la démocratie. Mais ce pouvoir des élites, ça n'est pas propre à la France. Si on se penche encore une fois sur l'histoire de la Suisse, on constate aussi que les élus ont eu beaucoup de mal à laisser des responsabilités au peuple et qu'ils ont souvent mis des bâtons dans les roues des référendums et des initiatives. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il faut s'en souvenir, ce n'est pas qu'un mal français. Enfin, il y a aussi simplement une méconnaissance de notre système politique et parfois un peu de mépris, comme cette saillie à l'Assemblée nationale de Richard Ferrand qui sera par la suite président de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, quelqu'un vantait la grande démocratie cantonale helvétique. C'est très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes qui, d'ailleurs, à la fin des fins, sont souvent démasqués. Qu'est-ce que vous pensez de notre président de l'Assemblée nationale en France? Alors, je le connaissais pas jusqu'à hier, donc c'est plutôt un anonyme pour nous en Suisse. Ça m'a permis d'aller sur le site Wikipédia de l'intéressé et de constater que, hélas, il correspond assez à l'idée que le peuple suisse, vraisemblablement à tort, se fait du politicien français, c'est-à-dire quelqu'un qui se nourrit de fonds publics, qui place sa famille, sa compagne, son ex-femme dans des sociétés payées par l'État. C'est pas des choses qu'on apprécie beaucoup dans le pays. Au départ, l'élu suisse qui avait dénoncé les propos de Richard Ferrand, c'était l'ancien maire de Genève, Guillaume Barazone, qui avait été pincé un peu plus tard pour dépenses excessives de notes de frais. Il avait notamment confondu sa carte personnelle et professionnelle pour payer des petits shooters en boîte de nuit. Quelqu'un qui se nourrit de fonds publics, c'est pas des choses qu'on apprécie beaucoup dans le pays. En plus, c'est tes impôts, mec, qui ont servi à payer des verres à l'ancien maire de Genève. C'est vrai que c'est mes impôts. Et il t'a même pas proposé un shot, c'est ouf. J'ai payé des shooters au maire de Genève, ouais, exact. Donc comme quoi, des fois, nos élus aussi ont du talent. Dernier chapitre parce qu'on est déjà trop long. Il n'a pas forcément 100% tort non plus, Richard Ferrand. Oui, le référendum et l'initiative peuvent être instrumentalisés par des groupes d'intérêt peu vertueux. C'est le risque. C'est aussi le constat du célèbre sociologue suisse Jean Ziegler qui y voit un autre biais. Je cite, « La démocratie directe est une bonne chose, mais dans une société aussi inégalitaire que la nôtre,
où 2% des capitalistes possèdent plus de la moitié de la fortune totale, 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Cela signifie que celles et ceux qui ont de l'argent détiennent le pouvoir sur la majorité. À chaque votation populaire sur un projet de loi, on dit que l'initiative va faire augmenter le chômage et les coûts pour l'État. Sous la pression de la propagande, les gens votent contre leurs intérêts. Contre la proposition d'une 6e semaine de vacances, contre la caisse maladie unique qui aurait fait baisser nos cotisations de 30%, ou encore contre l'augmentation des rentes AVS. Donc selon Jean Ziegler, on se tire constamment des balles dans le pied. Mais là aussi, cette réflexion de Jean Ziegler n'est-elle pas un peu paternaliste, s'interroge François Garçon. Il y a évidemment la question des lobbies et du financement des campagnes, et puis du fait aussi que ce soit que les personnes âgées qui votent. Non, ce système n'est pas parfait. Les études de Vox GFS Bern, qu'il faudrait détailler, montrent régulièrement que le citoyen a une mauvaise compréhension de l'objet en votation. La volonté du peuple a parfois aussi été contournée, voire bafouée par les autorités, comme la loi sur l'immigration de masse en 2014, qui n'a jamais été appliquée. En outre, parfois le peuple répond en réalité à une autre question que celle qui lui a été posée, comme ça a été le cas avec l'initiative sur les minarets, dont les débats portaient au final moins sur les concepts architecturaux des minarets que sur la place d'une minorité, les musulmans, dans la société, et en faisant de nombreux amalgames entre islam et terrorisme. Selon Jean-Christian Lamblay, le risque principal de la démocratie directe, c'est sans doute le risque de la tyrannie d'une majorité infligeant un préjudice sur une minorité. Par exemple sur les étrangers, les criminels, les minorités religieuses, le dérapage peut vite arriver. Il conclut ainsi: la perfection n'est pas de ce monde, et cela vaut également pour la démocratie directe. Elle peut connaître des dérapages, certes occasionnels, mais parfois graves. Le peuple n'a pas toujours raison, mais qui a toujours raison. À part moi. Non, on pourrait couper ça. Enfin, notre système politique fonctionne-t-il parce que nous avons une bonne situation économique, ou le contraire? Les guerres et les crises ont, par le passé, parfois fait vaciller nos institutions. Même le Covid a rendu compliqué l'exercice démocratique. Le système est-il invulnérable et peut-il tenir, par exemple, face à la crise climatique? Pascal Horry, lui, voit dans la crise climatique à venir pratiquement l'évidence de la disparition de démocratie, parce que on ne pourra pas demander aux gens leur avis, peut-être parce que, ce qu'a dit Alain Duhamel, les gens ne vont pas accepter d'eux-mêmes de voter qu'ils n'utilisent plus leur voiture, par exemple, et vous dites même, et la démocratie représentative, donc les élus, pourront plus agir parce qu'il y aura une telle urgence. En tous les cas, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. J'appelle l'hypothèse noire. Allez, ça suffit. Ce sera pour une prochaine fois. Évidemment, il y a des tonnes d'aspects qu'on n'a pas abordés. Le but, ce n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt de réfléchir autour de nos institutions. En outre, on a choisi la France, mais on aurait pu aussi comparer le modèle démocratique suisse à celui des States, par exemple, où il y a une élection cette année, il paraît. Je vous recommande le podcast de mon collègue Jordan Davis, Democracy, sur le sujet. Il le dit bien mieux que moi parce qu'il vient justement des States. Et je terminerai avec une question, que dis-je? La question, est-ce que vous pensez qu'une démocratie à la Suisse pourrait fonctionner en France ou pas? Réponse civilisée en commentaire, vous likez, vous partagez. Et merci à Olivier Meuli, historien, d'avoir fait ces petits commentaires, ces petites suggestions sur cette émission. S'il y a encore des erreurs, des coquilles, c'est de ma faute. Ah, ciao, bonsoir. Je les ai lus, regardez, il y a des annotations partout. Et ça, c'est les photos de vacances de Julien Girardin. Julien en Colombie. Julien... Torse nu.